Bonjour, aujourd'hui je vais te parler d'Arthur Rimbaud et des Cahiers de Douai et je vais te donner quelques éléments sur le contexte littéraire de l'époque, donc les mouvements littéraires qui ont pu influencer Rimbaud et qui ont pu aussi influencer la réception de son œuvre, c'est-à-dire comment on l'a comprise, comment on l'a analysée, et ça te donnera aussi des éléments pour le commentaire en connaissant un petit peu mieux les mouvements littéraires importants du XIXe siècle. Donc première chose qu'il faut savoir sur les influences de Rimbaud, c'est que Rimbaud il a été très influencé par la culture gréco-latine qu'il a apprise à l'école, mais il s'est assez perfectionné en fait dans cette connaissance de la culture antique, notamment parce qu'il pratiquait avec beaucoup de brio, avec beaucoup de succès, le thème latin, c'est-à-dire c'est quoi le thème latin? C'est un exercice en fait à l'époque, un exercice plutôt scolaire, durant lequel en fait on écrit des textes originaux, fortement originaux mais en latin, fortement inspirés par des auteurs latins, donc on écrit à la manière d'eux. Et Rimbaud, il s'y connaît très bien parce qu'il a même gagné des prix académiques en écrivant des thèmes latins. Et cette culture donc gréco-latine, elle va être aussi accompagnée par son professeur de rhétorique, donc quand il a 16-17 ans, puisque Georges Isambard, donc ce fameux professeur, va lui ouvrir les yeux et le cœur, si j'ose dire, et l'esprit à d'autres influences littéraires de l'époque, et notamment il va lui faire découvrir Victor Hugo, qui va avoir une grande influence, notamment dans les Cahiers de Douai, où on peut le voir dans pas mal de ses poèmes, notamment Les Effarés, qui ressemble pas mal au poème Mélancolia, mais aussi, si tu connais Mais où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, ça te dira peut-être quelque chose, ou alors même Le Forgeron. Et autre influence aussi très importante et dont on est sûr, parce qu'on a des traces historiques, pas seulement dans ces textes, ce ne sont pas seulement des hypothèses, c'est probablement une vérité, c'est que Rimbaud est aussi beaucoup influencé par le Parnasse. Le Parnasse, c'est quoi? J'expliquerai un peu après, mais en gros, c'est un groupe de poètes de l'époque, et on sait qu'il a été influencé par eux, tout simplement parce qu'il a écrit à l'un des poètes les plus importants, et notamment qui tient la revue de ce groupe de poètes qui s'appelle... alors cette revue s'appelle le Parnasse contemporain, et donc Rimbaud a écrit à ce fameux Théodore de Banville en 1870 dans l'espoir d'être publié. Donc, et on sait qu'il lisait tout simplement cette revue très régulièrement. Donc il a été aussi très influencé par le Parnasse. C'est important aussi cette question des influences de Rimbaud parce que ça permet d'expliquer aussi, d'aller un petit peu plus loin finalement dans cette compréhension du parcours associé qui s'appelle émancipation créatrice. Parce que pour comprendre ce processus d'émancipation, c'est-à-dire ce processus d'éloignement, de rupture ou de jeu avec les influences, eh bien il faut comprendre les influences, parce que sinon on passe tout à fait à côté du parcours associé. Donc, première influence, c'est le romantisme. Alors, qu'est-ce que c'est le romantisme? Le romantisme, c'est un mouvement littéraire qui apparaît en France dans la première moitié, alors pas tout à fait au début, mais dans la première moitié du 19e siècle, qui vient en fait d'Allemagne et d'Angleterre et qui ensuite s'est mis en France et puis a rayonné dans toute l'Europe. Et premier point, c'est que le romantisme se définit par sa rupture avec le classicisme. Donc le classicisme, c'est le mouvement littéraire qui perdure du XVIIe au XVIIIe siècle et dont les valeurs très importantes sont l'ordre et la raison et qui a établi un certain nombre de règles selon lesquelles sont évaluées par lesquelles sont évaluées finalement les œuvres littéraires. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on trouve qu'une œuvre est belle parce qu'elle respecte à la lettre de manière brillante ces règles-là. Et justement, les romantiques décident de briser ces règles, de s'éloigner de ces règles. Les romantiques voient ces formes très régulières, ces codes très stricts de la production littéraire comme un carcan étouffant qui les empêche d'exprimer leur imagination, d'exprimer leur intériorité.
Et donc ils vont réinventer les formes, jouer avec. Et on voit ça déjà dans l'intention de Rimbaud, notamment à travers ces poèmes qui reprennent des sonnets, parce que même s'il reprend cette forme qui est finalement une forme extrêmement traditionnelle, il s'en affranchit quand même en quelque sorte. Par exemple, on peut prendre le poème Le Dormeur du Val, et normalement dans un sonnet, l'une des règles, c'est que entre les deux quatrains et les deux tercets, il y a une rupture de ton, une rupture de sujet, une rupture de logique parfois. Et là, il n'y a pas de rupture du tout parce qu'il reprend le même motif du jeune homme endormi dans la nature, de cette nature qui l'entoure, et aussi de ce jeu entre un aspect assez morbide qui s'amplifie effectivement dans le premier tercet, mais en réalité ça continue ce qui s'était déjà engagé dans les deux quatrains. Alors, cependant, il respecte quand même assez bien les règles au niveau de la forme. On voit bien que ce sont des alexandrins, on voit bien qu'il y a deux quatrains, qu'il y a deux tercets, et puis il y a même la pointe à la fin, où il y a cette révélation. Ça, c'est tout à fait caractéristique du sonnet, cette chute, avec la révélation en fait de ce qui se passe vraiment pour ce jeune homme endormi qui est en fait mort à la guerre, avec cette phrase très poignante par sa brièveté et aussi par son caractère très concret. Il a deux trous rouges au côté droit. Donc, voilà, ça c'est pour un des points sur la forme. Il y a aussi le fait que les romantiques vont mélanger les genres dans leurs recueils, donc, ou même dans d'autres œuvres artistiques comme les pièces de théâtre, comme le drame romantique, mis en avant par Victor Hugo. On va mélanger ce qui est drôle avec ce qui est tragique, on va mélanger des sujets qui normalement ne vont pas ensemble dans le même recueil. Et effectivement, dans le recueil Les Cahiers de Douai, on a des poèmes qui sont des poèmes plutôt politiques. Alors, je vais essayer de retrouver rapidement. Donc voilà, par exemple, le Forgeron, il y a un souffle épique et puis il y a un double discours assez politique derrière, qui va se retrouver avec des poèmes comme Ma Bohème, qui est finalement un poème de fugue dans la nature et qui a pas forcément, qui a ni ce ton épique, qui est beaucoup plus lyrique, et puis qui a pas non plus ce sous-texte politique. Donc tu vois, il y a aussi ce mélange des genres dans les Cahiers de Douai, et ça vient du romantisme. Les romantiques vont aussi introduire dans la poésie un vocabulaire qui était exclu de la poésie, et on va retrouver ça dans les Cahiers de Douai aussi. Il va inclure dans ses poèmes un vocabulaire qui est aussi très mélangé finalement, puisqu'on va avoir des mots très rares, des mots très bien, voilà, qui sonnent très beaux, un peu comme des objets d'art. Il y a des mots un peu comme ça qui sonnent assez vieux, mais en même temps très sophistiqués, mais aussi des mots du patois, du dialecte ardennais. Voilà, donc on va avoir aussi ce mélange des genres, mais aussi ce vocabulaire que normalement on ne retrouve pas dans la poésie, ce vocabulaire de tous les jours. Et aussi, autre chose qu'on peut trouver dans la forme de ces poèmes qui viennent en fait du romantisme, c'est ce non-respect des codes traditionnels de la versification. Bon, je reviendrai pas dessus, mais effectivement, on a certains alexandrins qui ne respectent pas la forme de l'alexandrin, notamment avec la coupe à l'helmistiche. Bon, je ne vais pas trop prendre d'exemples pour pas trop m'attarder sur ce point-là, mais je t'invite à aller vérifier ça dans le texte d'Arthur Rimbaud et de collecter toi-même tes propres exemples. Et autre chose aussi, c'est que les romantiques vont redécouvrir le Moyen-Âge, un Moyen-Âge qui, alors romantique, c'est-à-dire un peu imaginé, sublimé, fantasmé, et notamment à travers les formes, notamment la forme de la ballade, et on retrouve la forme de la ballade dans le texte de Rimbaud. Est-ce que je vais le retrouver? Je n'en suis pas sûre. C'est le bal des pendus. Le bal des pendus, c'est clairement une ballade qui fait même référence à Villon, qui est un poète de la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. Et puis, même on va retrouver cette histoire... Voilà, le bal des pendus, ça fait référence aussi à une forme de Moyen-Âge, même dans son thème. Ça, c'est parce que, en fait, comme il s'inspire fortement ici de Villon, on le sent très forte dans son texte. Autre élément aussi très important pour les romantiques, au-delà de la forme, c'est aussi le sujet de la nature.
Pour les romantiques, la nature, c'est le lieu du refuge, c'est le lieu où on peut se réfugier quand le monde est trop dur, et c'est le monde où on peut faire un retour sur soi, on peut se plonger dans l'introspection, c'est un lieu de recueillement. Et effectivement, on va avoir cette grande présence de la nature dans les cahiers de Douai qui est liée à la fois à la vie personnelle de l'auteur qui fugue beaucoup dans la campagne des Ardennes, jusque même en Belgique. Mais aussi il y a ce lieu où, par exemple dans ma bohème c'est très très fort, où le poète a l'air d'être en communion avec la nature, comme si la nature devenait un peu son refuge. Alors, il va même très loin, il dit « Mon auberge était à la Grande Ourse ». C'est ça que ça veut dire. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire « Mon auberge était à la Grande Ourse » C'est qu'il dort à la belle étoile. Mais le fait d'utiliser « mon auberge », l'auberge c'est le lieu où on peut s'y réfugier, où on peut se sentir au chaud, où on peut se reposer. Et donc, assimiler la nature donc avec... même ici l'univers avec l'idée de la grande ourse qui est l'étoile, qui est la constellation, eh bien ici on a vraiment cette idée de la nature qui prend soin du poète, qui est à la fois en harmonie avec le poète, mais qui est aussi le lieu de l'apaisement, le lieu où il peut se retrouver. Donc ça c'est un grand thème du romantisme qu'on retrouve très bien dans ma bohème. Autre élément aussi, c'est que on a cette figure du poète maudit qui va être popularisée par, en tout cas à propos d'Arthur Rimbaud par Verlaine, mais qu'on peut déjà trouver dans les cahiers de Douai. Qu'est-ce que c'est cette idée du poète maudit qui est donnée par les romantiques? C'est l'idée que le poète n'est pas à sa place dans le monde, dans son siècle, qu'il est en perpétuelle rupture avec ce qui l'entoure, que son siècle ne lui permet pas de montrer toute sa potentialité, que la société est en fait mortifère. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver notamment dans les poèmes amoureux. Alors, c'est évident les poèmes de la fugue. Hein. Par exemple, ma bohème, c'est évident que là, il y a une rupture avec le monde, qu'il s'échappe de la civilisation pour retrouver son soi, hein, tout simplement loin des aléas du siècle. Mais on peut retrouver ça aussi, cette société enfermante et bourgeoise qui est mortifère, notamment dans les poèmes tels que, qui peut paraître moins intéressant au premier abord, mais qui en fait disent beaucoup de cette vision du monde qui est très proche du romantisme, comme à la musique, que je ne retrouve plus, c'est bien dommage. Oui, à la musique, hein, où en fait il nous fait une description notamment du monde bourgeois qui empêche les jeunes personnes de pouvoir vivre leur amour et qui viennent en fait empêcher et restreindre la liberté du poète. Voilà, donc ça c'est pour le romantisme. Alors bien sûr il y a la figure de Victor Hugo qui est extrêmement importante, qu'on peut retrouver notamment dans Le Forgeron avec... ce souffle épique qu'on retrouve beaucoup chez Victor Hugo, mais aussi cette figure du peuple qui est mise en avant par le forgeron, et puis cette rupture aussi très forte, cette révolte du forgeron qui est aussi vraiment mise en avant par le romantisme, notamment surtout par Victor Hugo, qui lui a un romantisme très politique qui est ici clairement repris par Arthur Rimbaud, et même dans Les Effarés aussi, parce que dans Les Effarés, en fait, Arthur Rimbaud, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de reprendre ce souffle, alors j'allais dire misérabilisme, mais c'est pas du tout ça, en fait, cette idée que le peuple dans sa misère est beau, est digne d'être le sujet d'un poème. Et il y a un peu ce combat politique, ce combat social qui est mené en poésie, d'abord par Victor Hugo, mais ici, c'est comme si Arthur Rimbaud reprenait ce travail-là avec Les Effarés, qui fait une description pathétique de la pauvreté, tout en faisant un sujet digne d'un poème et d'une beauté poétique.
et qui rend donc sa dignité au peuple. Donc ça c'est pour le romantisme. Deuxième élément très important d'influence pour Arthur Rimbaud, c'est le Parnasse. Donc le Parnasse, qu'est-ce que c'est ? Eh bien le Parnasse, c'est la suite du romantisme, puisque à partir du romantisme, on peut en fait un peu voir de manière un peu grossière que chaque mouvement qui vient s'ajouter dans l'histoire littéraire part de ce constat d'une rupture avec, part de cette volonté d'une rupture avec le mouvement littéraire précédent. Donc le Parnasse, qu'est-ce qu'ils veulent ? Eh bien en fait, ils sont en rupture avec le romantisme. Ils trouvent que les romantiques sont trop dans l'expression du moi, sont trop lyriques, voilà, ils parlent trop de leurs émotions, de leurs sentiments, ils sont trop en train d'avoir un ego boursouflé, comme si la seule chose qui était importante, c'était les sentiments, les émotions personnelles. Et en fait, eux, ils veulent revenir à une littérature, si j'ose dire, un peu plus objective, un peu moins subjective, qui est à la recherche du beau. Voilà. Qui n'est pas à la recherche de l'expression du moi, mais qui est à la recherche du beau, un beau absolu. Et ils vont avoir un culte du travail du vers, puisque ce beau, en fait, il ne se fonde pas sur le sujet, même si, voilà, pourquoi pas, mais il se fonde surtout, ce beau, sur la manière d'utiliser la langue comme si la langue était un matériau et que le poète était un artisan de ce matériau très précieux. Et ils vont donc avoir un culte de la forme. Voilà. Donc on peut parler d'un formalisme, c'est-à-dire qu'ils vont mettre au devant de leur art la forme, la belle forme, la plus belle forme. Et par exemple, ils vont remettre vraiment en avant la forme versifiée. Ils vont forger des formes fixes, contraignantes, et ils vont privilégier les sujets nobles. Alors, autre manière dont on pourrait résumer cette idée, c'est l'art pour l'art. C'est une formule de Théophile Gautier, qui est un auteur très important de l'époque, qui va dire que l'art ne doit servir à rien. Voilà. Alors je lis la citation parce que je ne la connais pas de tête. Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Donc ça veut dire que la poésie n'a pas d'autre sujet, pas d'autre objectif qu'elle-même et que sa beauté propre. Et donc c'est une poésie qui va être très tournée vers elle-même. Le sujet de la poésie, ça va être la poésie. Et donc les poètes du Parnasse vont être très érudits en histoire littéraire, mais aussi dans le langage. Ils vont utiliser des mots très rares. Ils vont, avec cette idée que ce travail de la langue, c'est un peu comme une sorte de purification pour essayer de trouver ce qui est le plus vrai. Et il y a une confusion ici entre vrai et beau, c'est-à-dire que ce qui est le plus beau, ça va être le plus vrai, le plus unique, le plus pur par le langage. Il y a vraiment cette quête de trouver une beauté pure à travers un travail très ciselé du langage. On peut trouver quelque chose qui s'y rejoint un petit peu, même si là, pour le coup, Rimbaud ne l'utilise pas trop dans les cahiers de Douai, mais il y a un peu de ça dans la Vénus anadyomène, où en choisissant, alors là il y a clairement une inspiration plutôt de Baudelaire, qui est ni un romantique ni du Parnasse, ça c'est toujours un petit peu compliqué, les auteurs qui nous intéressent particulièrement, généralement on n'arrive pas trop à les définir par un mouvement littéraire, ils s'en échappent, c'est pour ça qu'on continue à les lire encore aujourd'hui, c'est pour leur originalité. Mais par exemple Vénus anadyomène, il y a un peu cette idée d'un travail très ciselé sur le langage, sur la beauté en fait, qui n'est pas du tout la beauté du sujet, puisque là on a un sujet en fait hideux, mais en même temps on a un jeu avec le fait que c'est sur la Vénus sortant des eaux, un adiomène, c'est cette Vénus c'est la naissance de Vénus en fait, donc c'est cette beauté absolue qui est si aliénée en fait, qui est complètement ravagée par la vieillesse, par le sujet finalement concret du poème, mais c'est le poème, c'est le travail sur la langue justement, c'est cette originalité du poète, c'est même cette forme en fait très travaillée du sonnet qui va redonner
sa beauté à l'objet, qui n'en a pas de manière intrinsèque, mais qui va en avoir parce que elle devient le sujet sublime, et elle est sublime, sa vérité sublime, sa beauté, elle est rendue compte par le langage en fait, qui va montrer que sa laideur est tellement intense qu'elle peut devenir un sujet de beauté pour la poésie. Voilà, il y a une transformation un peu alchimique, presque, par le langage qui va transformer un sujet hideux en un sujet sublime. Qui va en fait se nourrir de l'intensité de la laideur du sujet. En quelques lignes. On pourrait en parler pendant très longtemps de ce poème parce qu'il est vraiment très riche. Donc voilà, donc c'est deux mouvements littéraires qui peuvent le mieux en fait nous faire comprendre l'œuvre d'Arthur Rimbaud à ce moment-là des Cahiers de Douai. Ça change beaucoup dans ses œuvres ultérieures parce qu'il va justement continuer à affiner son style et à s'éloigner de ces deux courants qui sont encore très présents dans son œuvre lors de l'écriture des Cahiers de Douai. Et quand Rimbaud écrit, on voit bien que la poésie, notamment avec le Parnasse, elle est au seuil d'une crise, parce qu'on ne croit plus vraiment au pouvoir de la poésie. Là. On ne croit plus que la poésie puisse transformer le monde. Du coup, la poésie se replie sur elle-même. On le voit bien avec le Parnasse. Elle essaye... Alors, le Parnasse essaye quand même de faire en sorte que la poésie, le langage, il y aurait un secret dans le langage qu'il faudrait découvrir, et le langage permettrait de déchiffrer le monde, mais en même temps, on perd cette idée que ça pourrait déchiffrer le monde extérieur, ça pourrait déchiffrer un monde intérieur à la poésie elle-même. Donc on voit déjà là que c'est une réduction des pouvoirs énormes de la poésie. Puis on voit aussi que il y a un repli aussi sur le fait qu'il y a une... Alors là, pour le coup, c'est dans le sens inverse, c'est qu'au lieu que ce soit un repli sur le poète, en fait, c'est un repli sur le langage, parce qu'on fait plus confiance non plus à cette subjectivité. On est entre cette subjectivité, mais aussi cette objectivité qui est pas possible, qui est rendue impossible dans la poésie. Donc on a un problème sur le sujet poétique. Alors quand on parle de sujet poétique, ça veut dire sur le poète lui-même et sa place par rapport à son œuvre. Donc on voit bien que là aussi, ça tangue très, très fort. Et puis en plus, on a conscience aussi du lien de plus en plus entre le geste de la création et le geste de la destruction. On le voit, depuis le romantisme, les mouvements littéraires se définissent surtout en termes de rupture, c'est-à-dire en termes de destruction. Mais en même temps, cette destruction, elle permet une création. Et donc, on voit ici qu'on a une forte crise, un moment vraiment de courant très très fort, ça commence un peu à tomber en morceaux, à presque peut-être imploser ou exploser. Et effectivement, les œuvres ultérieures d'Arthur Rimbaud vont bien témoigner de cette implosion de la littérature, avec des œuvres qui sont beaucoup plus difficiles, bien moins cadrées par des codes, parce que là encore, les Cahiers de Douai, c'est très abordable, c'est très compréhensible, et à la fois dans son intention et aussi dans le sujet qui est abordé. Mais quand on va commencer à aborder d'autres recueils comme Une saison en enfer, là tout d'un coup il y a quelque chose quasiment mystique, parce qu'en fait de très mystérieux dans cette approche du langage où toute la poésie tous les aspects de la poésie semblent être remis en question. Voilà, donc j'espère que ces éléments sur les mouvements littéraires autour de la figure d'Arthur Rimbaud te permettront de mieux comprendre les Cahiers de Douai, et notamment de mieux apprécier la richesse du parcours associé qu'on te propose, qui est Émancipation créatrice. N'hésite pas à me poser des questions s'il y a des choses qui sont pas très claires, et à me suggérer d'autres sujets de vidéos s'il y a des éléments sur Arthur Rimbaud et sur les Cahiers de Douai que tu n'as pas compris ou sur lesquels tu voudrais un peu plus d'informations. Et moi, je te souhaite de bonnes révisions pour le bac.